Voilà, chers amis, nous allons continuer notre journée. Je demande à ceux qui vont dire quelques mots de synthèse de s'approcher. Comme chaque personne, chaque groupe n'a que 2 minutes, s'il faut déjà 1 minute pour descendre les escaliers, ça fait plus qu'1 minute pour parler. Merci Jean-Daniel de t'approcher déjà. Alors, je vais donner la parole et nous avons Catherine Schmutz-Brand qui est la gardienne du temps. Alors, vous voyez qu'elle a son métronome. Là, je pense qu'elle ne va pas vous laisser plus que 2 minutes. Alors, et j'aimerais saluer les personnes qui n'étaient pas là ce matin et que j'ai aperçues tout à l'heure. Je leur souhaite la bienvenue. Alors, nous commençons par le groupe L'Adulte en formation, France et Geneviève. Voilà, donc je représente le groupe L'Adulte en formation. Je voulais simplement dire en quelques minutes que chacune des personnes de notre groupe vraiment incarne l'apprentissage tout au long de la vie, qui fait référence, comme vous savez, à toute activité d'apprentissage, entreprise à tout moment de la vie, dans le but d'améliorer ses connaissances et donc de se former à partir de ses aspirations et de ses désirs, autrement dit, de donner enfin forme à ce que l'on souhaite devenir. Ça, c'était vraiment une composante très forte de la parole des personnes qui étaient là dans cet atelier. Un des motifs d'engagement dans cette journée, notamment dans cet atelier, c'était de trouver des réponses à une question qui a vraiment rassemblé les personnes présentes, à savoir, mais pourquoi et comment un adulte se forme-t-il ? Et le sentiment partagé dans cet atelier, c'était l'impératif d'apprentissage qui prévaut aujourd'hui, qui s'adresse donc à des adultes de tout âge, de toute origine et de tout niveau éducatif initial, au regard des mutations culturelles, sociales, économiques, technologiques actuelles. Bref, tout nous invite à apprendre aujourd'hui, malgré ChatGPT, etc. On n'a pas eu trop le temps d'approfondir voilà, le contexte sociétal actuel. Ce qui est à souligner, c'est que les apports de Pierre ont véritablement marqué les personnes qui étaient présentes, qu'elles soient collègues, anciens étudiants et étudiantes, ou aussi à travers la lecture des ouvrages que les personnes ont lus, si elles n'ont pas eu le privilège de rencontrer Pierre. Donc des traces profondes qui ont agi sur les manières de penser, d'agir, d'interagir des personnes qui étaient toutes plus ou moins formatrices, formateurs, en tout cas qui œuvraient dans le champ de la formation. Et donc, dans cette perspective, la trace principale qu'a laissé Pierre, c'est que finalement, le formateur est plutôt considéré comme un facilitateur, comme un accompagnateur, plutôt que comme un enseignant, une personne qui suscite et qui soutient le désir d'apprendre des personnes afin qu'il y ait une véritable appropriation des savoirs de façon personnelle du côté de la personne qui apprend. A été souligné aussi l'importance de prendre en compte l'expérience des personnes. Beaucoup de personnes étaient responsables de dispositifs de VAE, tout le monde sait ici ce dont il s'agit, et beaucoup de personnes ont insisté sur l'importance de co-construire les savoirs avec les personnes en formation, et a été abordée aussi la question fondamentale des temporalités que nous allons aborder tout à l'heure. Voilà. Juste une petite citation que nous avions donnée au départ de cet atelier. C'est une citation qu'on a extrait de cet ouvrage « Des adultes en formation, en quête de quelle reconnaissance », ouvrage écrit par Dominique Bourdon-Monfray. Et Pierre écrivait, et ça vraiment dans cet atelier, il y avait l'incarnation de cela, « Tout adulte en formation engage à la fois son histoire, le sens qu'il donne à son histoire et le devenir de cette histoire. » Voilà, merci. Merci France. Nous passons au groupe Âge de la vie et transmission intergénérationnelle. Tout d'abord, Christian Hellon. Je ne sais jamais si je dois dire Eslon ou Hellon. On peut dire Eslon, mais en principe c'est Hellon. Hellon, voilà. Mais je ne vais pas être trop long. Ouais. Eslon. Christian n'est pas long. Eslon, non. Tu as la parole.
Un atelier trop court, comme le temps de la synthèse restitutive, mais très, très prenant, très intéressant, très riche. Une petite introduction en rappel du groupe Vie Adulte, cofondé par Pierre Dominicé et Jean-Pierre Boutinet, qui m'accompagnaient dans l'animation de cet atelier. Jean-Pierre Boutinet, qu'un grand nombre de participants à cet atelier, nous étions 16, étaient heureux de retrouver après l'avoir croisé par le passé. À propos de passé, Jean-Pierre a démarré le propos en opposant le recul sur le passé ou le regard sur le passé, le travail sur le récit de l'expérience, qui était l'ancrage de Pierre Dominicé, comme vous le savez, et resituer son ancrage à lui autour de la distinction entre l'avenir, entre opportunités et contraintes, et le futur qui, lui, est plus déterminé. Un tour de table nous a permis d'entendre les témoignages et les regards croisés de tous les participants qui ont évoqué un certain nombre de questions autour de l'orientation, de l'accompagnement des jeunes adultes en formation, des populations migrantes notamment, qui ont fait l'objet de réflexions des uns ou des autres. J'ai par la suite esquissé quelques points de repère sur les âges de la vie, autour de l'âge subjectif d'une part, d'autre part de la responsabilité d'autrui qui caractérise la vie adulte, responsabilité souvent prise en tenaille entre la responsabilité vis-à-vis des descendants, enfants, petits-enfants, et des ascendants, les aïeux devenus âgés et dépendants, et donc une vie adulte prise entre 4 générations. Jean-Pierre a repris ensuite des réflexions sur la question de la transmission intergénérationnelle, qui était le deuxième titre de cet atelier, qu'il a proposé de remplacer par la notion de relation plurigénérationnelle. Et puisque vous venez d'évoquer dans le groupe précédent l'intelligence artificielle, qu'en est-il de la générativité des adultes avancés en âge à l'heure de l'intelligence artificielle générative? Je vous remercie. Merci. Alors maintenant le deuxième groupe sur le même thème, sur Nathalie qui animait avec Vittoria Cesari, ici présente. Oui, alors nous sommes partis, comme vous toutes et tous pour ces ateliers, du paradoxe que nous vivons entre lenteur revendiquée, on en a beaucoup parlé avec Pierre Dominicé, et puis intention de performance intellectuelle dont nous sommes aujourd'hui, que nous revendiquons aujourd'hui. Alors pour essayer de résoudre ce problème impossible en 50 minutes, et nous avions à peu près 45 minutes, 50 minutes pour discuter, nous avons travaillé autour de la question de la temporalité et de cette relation de Chronos et Kairos, Chronos qui nous impose des organisations, des structures temporelles, et puis le Kairos qui nous invite à utiliser l'instant présent et à pouvoir l'habiter, l'instant présent et dans toute sa qualité. Alors nous avons travaillé en fait à partir d'un chapitre de Pierre Dominicé que nous reprenons de ce livre Où sont passés les adultes, routes et déroutes d'un âge de la vie. Et avec Vittoria, on a un petit peu organisé la discussion autour de plusieurs citations qui nous paraissaient particulièrement ouvertes et suscitant des réflexions. Et on les a organisées, ces citations, autour de 3 axes. Qu'est-ce que la vie adulte aujourd'hui? Quelle reconfiguration et quelle modalité de transmission? Il nous semblait que ces 3 axes, qu'est-ce que c'est que la vie adulte, quelle reconfiguration, quelle modalité de transmission, pouvaient nous amener à dialoguer avec la parole de Pierre aujourd'hui, à partir aussi justement de ce que vivent les membres du groupe, comment est-ce que ça résonne aujourd'hui dans leur propre existence. Peut-être juste, je reprends quelques éléments de ces citations qui ont suscité particulièrement de réflexion et d'éléments importants et intenses dans nos discussions. Cette idée que la vie adulte se construit ainsi dans un brouillage grandissant de valeurs et de conventions sociales. Ce brouillage grandissant, il apparaît en fait à tous les âges, pas nécessairement seulement à l'âge adulte d'ailleurs, dont on ne sait pas très bien à quel moment il commence. Non.
La deuxième... Ah oui, je pense bien. Personne n'échappe vraiment à la nécessité de reconfiguration des appartenances. La reconfiguration des appartenances, une nécessité qui nous touche toutes et tous. Et puis, la question aussi des modalités de transmission. Il nous semblait que cette question de la transmission, elle ne pouvait évidemment pas se penser, comme le dit Pierre de Nicey, uniquement des générations anciennes aux générations nouvelles, qu'il fallait réinventer des espaces de transmission et d'échange et de discussion, tout comme aujourd'hui, nous sommes dans ce groupe de réflexion et de transmission des connaissances. Mille merci à vous. Merci Nathalie. La place à développement de la formation continue. Tu as la parole pour 2 minutes. Merci beaucoup. Bien. Ce qui était dans notre atelier, c'est la possibilité d'avoir pu traiter la première partie de la première question. Et comme nous dit Adi Oba, ça a permis de faire émerger les graines pour la suite. Et donc, en contrepoint de la manière dont les personnes ont évoqué leurs liens avec la pensée, les idées ou les dimensions davantage privées et intimes de leur relation avec Pierre, ça mettait en évidence aussi qu'est-ce que la formation continue est devenue, quels sont les enjeux de la formation continue et sur quoi il faudrait être très attentif. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ouais? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui de savoir que la formation continue s'est instrumentalisée, elle s'est installée avec autant de force dans le domaine académique, en passant d'une logique, lui qui a été le créateur de ce service à l'Université de Genève, où au début c'était le temps des bénévoles, des profs qui se donnaient de la peine de venir en formation continue, et aujourd'hui, tu payes. Voilà. Aussi qui valorisait tous les savoirs expérientiels mis notamment par les nombreux bénévoles. Faut-il former et professionnaliser les bénévoles? Que nous dirait-il aujourd'hui sur le développement du sentiment de se construire une santé, vivre en santé, pour ne pas mourir au travail? Comment nous aiderait-il à davantage valoriser, nommer nos acquis, nos ressources, pour continuer à nous développer? Ah ouais? Merci. Et cette fois, ce sera le groupe Démocratie et Engagement Citoyen. La parole à Jean-Daniel. Combien de pages? Rien, ça. C'était une rencontre complètement improbable où de jeunes centenaires ayant formé il y a 8 ans un groupe appelé Germaine de Staël rencontraient des 30 cinquantenaires qu'ils n'avaient finalement jamais rencontrés sur un tel thème. Et le sentiment que j'ai en moi après cette réunion, c'est à 30, 50 ou 90, on pense la même chose. On est préoccupé par les mêmes problèmes d'engagement politique, d'engagement social, de citoyenneté. Et je pense que c'est la principale leçon de cette rencontre, indépendamment de son contenu qui a été très riche, c'est de s'apercevoir que face à ce qui est en train de se passer dans le monde, au fond, comme à Minneapolis, ça commence tout petit, mais des formes de résistance sont en train de se mettre en place, même si elles sont modestes. De discuter tous les 3e vendredis de chaque mois depuis 8 ans, c'est modeste, mais ça a le mérite d'exister. Et ce qu'on a compris tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas les seuls et loin de là. C'est l'histoire de Germaine de Staël, pas de Germaine de Staël, mais du cercle. C'est, Coluche aurait dit, c'est l'histoire d'un mec qui se plaignait en permanence que dans les cafés suisses, on s'emmerde. On ne discute jamais politique. On ne discute jamais des vrais problèmes. Juste on s'emmerde, joliment, gentiment, etc. Et donc, à chaque fois qu'il revenait d'Égalier, il disait « il faut qu'on monte un café, il faut qu'on crée un endroit pour qu'on puisse librement parler, y compris, surtout même, de s'engueuler
pour voir quels sont les points de vue différents et s'enrichir de ces points de vue différents. C'est ce qu'on a, après beaucoup d'années de discussion, fini par faire. Et on s'engueule assez peu, finalement, mais comme j'espère ça se passe aussi dans les autres groupes, on échange, on partage les mots clés de la personnalité de Pierre, on partage avec des amis, mais qui ne partagent pas forcément la même opinion, mais malgré tout, on s'écoute et on s'enrichit à écouter les autres. Non. Oui, bon, ben voilà. Tu m'as coupé la parole quand même. Nous en arrivons. C'est ça la démocratie au café. Nous en arrivons au groupe 5, vie adulte et spiritualité. Alors, il y a eu une chose que je trouvais étonnante, c'est que il y avait 15 inscrits, mais on n'était plus de 20. Et pour moi, c'est tout à fait symptomatique du thème. C'est comme si parler de la spiritualité avait quelque chose de tabou. Donc, quand je m'inscris, je mets quelque chose. Et non, quand je suis là, le 13 février, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là. Alors, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Des personnes étaient là parce que tout à coup, elles étaient titillées. Et puis, il y a eu des témoignages, je pense à celui de Gaston et à celui de Marie-France, qui ont amené aussi une qualité d'émotion et qui, à mon avis, faisait ressortir une chose. C'est qu'il est très difficile de quitter cette espèce de pudeur que l'on a quand on doit parler de spiritualité. Mais quand le contexte s'y prête, quand tout à coup quelques témoignages, tout ce qui s'est passé le matin aussi, la référence à Pierre, aux histoires de vie, quand tout cela est planté, cela donne un décor où chacun a envie d'aller puiser dans ces nombreuses racines qui ont un lien avec la spiritualité. Donc c'est ce que je peux dire en résumé de cet atelier où des choses très profondes, très belles se sont dites. Ça veut dire que les gens sont sortis de leurs réserves, mais il a fallu le temps. Et puis une personne a, à mon avis, bien conclu la discussion en reprenant le titre du livre « Au risque de se dire », dont avait parlé Christine Delory, et cette personne a dit « mais moi je pense qu'il faudrait changer, au lieu de parler du risque de se dire, il faudrait dire le courage de se dire ». Et nous avons tous trouvé que la parole était extrêmement forte. Se dire, non, je n'ai pas pensé que je dépasserais. Le courage de se dire, mais pas seul. Quand on est dans un contexte qui s'y prête et qui le favorise. Et ça, c'est l'histoire de Pierre. Voilà. La parole à Aline ou Marivonne. Oui, Marivonne, donc le groupe Santé et Formation. Voilà, merci. Alors, dans notre groupe Santé Formation, nous n'étions pas nombreuses parce que il n'y avait que des femmes. Et voilà, ce qu'on peut dire des échanges que nous avons eus, c'est que la rencontre avec les histoires de vie a été une réelle bifurcation chez toutes les personnes qui se sont exprimées à ce sujet, c'est-à-dire avec l'expression qui était utilisée, que cette rencontre avec les histoires de vie avait permis de ramener le sujet en soi-même, et que c'est cette remise du sujet en soi qui permettait après d'aller à la rencontre de l'autre. Donc vraiment cette bifurcation avec cette rencontre avec les histoires de vie.
Les histoires de vie, donc cette rencontre, elle a transformé les identités autant professionnelles que personnelles des personnes qui étaient présentes. Alors en particulier des transformations autour de l'identité professionnelle infirmière, parce qu'elle était assez représentée dans le groupe. Et puis avec toujours de nouveau cette idée de devenir, c'est en devenant sujet qu'on peut considérer les autres justement comme des sujets dans un monde où les rapports au savoir et au pouvoir restent aux mains des dominants. Et donc il y a eu beaucoup dans cet atelier cette dimension de lutte, hein. Une expression qui est beaucoup revenue, c'était envers et contre tout. Voilà, j'ai rencontré les histoires de vie et j'ai essayé dans mon milieu professionnel d'en faire quelque chose, mais avec une dimension de lutte, avec un désir d'émancipation de soi-même aussi des autres patients aussi des professionnels, avec une dimension critique politique, et puis avec une attention aussi, et je terminerai là-dessus, une attention à la perspective de récupération du récit, c'est-à-dire sous la forme un petit peu de ce qu'on appelle communément le storytelling, dans une perspective utilitariste. Et une dernière chose, dans les enjeux, parce que ça je pense que c'est important, c'est l'institutionnalisation des approches, parce qu'on s'est rendu compte justement que c'était comme Edmé le racontait ce matin, quand Pierre prenait son bâton de pèlerin pour essayer de venir amener la formation des adultes à l'université, et on s'est rendu compte que dans les institutions, eh bien, c'est à chaque fois une lutte, un bâton de pèlerin, et que souvent ça repose sur des personnes, et qu'il y a justement cet enjeu d'institutionnalisation qui nous a paru vraiment fort, notamment en matière dans les institutions de santé. Voilà, merci. Merci. La parole à Jean-Michel Baudouin pour le premier groupe interprétation. Le premier groupe interprétation. J'étais le seul homme dans le groupe. Elles ont été gentilles avec moi. C'est cool, Pierre. Finalement, t'es payé à écouter les gens. Et quand j'ai fait mon travail sur l'analyse des récits, Jean-Michel, les histoires de vie, c'est pas que le récit. Et il insistait beaucoup là-dessus. Et entre nous, je vous refais cette confidence, j'ai à la maison au moins 250 bilans de séminaires histoire de vie. L'ultime travail pour valider le séminaire. Je rêve de les lire les uns après les autres pour mieux comprendre ce que participer à un séminaire histoire de vie veut dire. Alors vous me direz, avant que ça sonne, que interpréter, on a détriplé comment dire, l'atelier qui de loin pouvait paraître le plus intello et prise de tête, c'est celui qu'on doit diviser par 3. Et alors là, c'est très curieux. Et le premier point, alors, et c'est peut-être le mot qui est venu dans la discussion, et je trouve ce mot très beau, je vais le garder, c'est fil rouge. Fil rouge. C'est quoi le fil rouge du récit ? C'est quoi le fil rouge de mon écoute ? C'est quoi le fil rouge de ma préoccupation actuelle ? Et ce terme très banal, très peut-être aussi, c'est un fil, donc un peu féminin, ça m'a beaucoup plu de ramener la question de l'interprétation à la question du fil rouge. Deuxième mot-clé, insisté par le groupe, le mot interaction. On est en interaction, on est en groupe. Et ça, c'est fondamental. Et troisième mot, confiance. Merci. La parole à Laura. C'est très difficile. Moi, j'ai une photo d'un tableau noir plein de mots-clés. On a fait un peu
un brainstorming de groupe autour du concept d'interprétation, les contraintes, les conditions de l'interprétation, le fait que l'interprétation est obligatoire, on ne peut pas ne pas interpréter, alors il faut se prendre la responsabilité de comment, qui est l'interprète et qui est l'interprété. Dans une relation éducative, il y a quelque chose de circulaire qui se passe. Et pour nous, le fil était le fil du funambole, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cet équilibre instable où il y a des échecs, il y a des risques, et il faut y penser, il faut prendre responsabilité par rapport à ça. Et puis, il a eu une contribution très intéressante sur les risques d'anticipation ou extrapolation. Quand j'écoute l'autre, ça peut aller trop vite, mon désir de donner des sens à ce que j'écoute me fait manquer un peu l'écoute. Et donc, comment tu te règles? Il y a une régulation à faire tout le temps, sans cesse. On a parlé beaucoup aussi d'incertitude. Et de vie en général, on a vu que tout au début de quelques parcours, il y avait des ventres, des grossesses. Et c'était symbolique pour moi de comprendre que nous parlons de quelque chose qui a à faire avec la vie et ça continue après nous. On a parlé de traduction et de liberté. L'interprétation peut nous rendre libres. Et puis aussi de communication quand tu n'as pas de voix. Quelquefois, littéralement, tu n'as pas la parole, mais tu communiques quand même. Et grâce à Philippe et son père, on a pu parler de ça. Mais aussi, beaucoup de gens dans l'atelier travaillent avec des marginales, des gens qui sont dans des positions de vulnérabilité. Ou bien, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec des enseignants ou dans des institutions où il y a tellement de structures, tellement de pouvoirs institutionnels que les gens ont vraiment de la peine à trouver leur voie. Et donc, ça a été vraiment... Je veux remercier tous les gens qui ont participé. Et Michel va terminer la gerbe et directement annoncer la suite du programme. D'accord. Bien, alors dans notre petit groupe sur l'interprétation, on avait une bonne taille de groupe restreint, ce qui nous a permis d'avoir vraiment un riche échange. Alors on a identifié, il y a des mots-clés comme ça qui sont sortis que j'ai essayé de regrouper un petit peu. D'un côté, l'interprétation évoquait l'idée de décodage, l'idée que le récit passe par le langage, qu'il faut le décoder. Que même si on parle la même langue, ça ne veut pas dire qu'on attribue le même sens aux mots qu'on emploie. Et donc ça, c'était un premier point. Le thème de l'évaluation aussi, le fait qu'entendre l'expérience ou écouter l'expérience de l'autre convoque aussi des systèmes de valeurs, des systèmes de normes, et que ça pose la question aussi de comment on se retient d'appliquer certaines valeurs à ce qu'on entend, et ce qui amène le troisième mot-clé, celui du jugement. Comment ne pas juger l'autre et ne pas juger son expérience lorsqu'elle est partagée. Donc, cette idée qu'il y a une tension dans l'acte d'interprétation autour de ces différentes manières d'entrer en relation avec l'autre et aussi la retenue, la question du sens de la retenue qu'il faut avoir pour permettre au dialogue de se passer. Un autre pôle autour de la question plutôt de la posture, et là les mots-clés c'était d'abord celui d'implication, le fait qu'on est nécessairement, on est touché, ou on doit raisonner quelque part aussi à partir de ce qui nous touche dans le récit de l'autre, et donc ça pose aussi la question de la juste distance par rapport à l'autre. Donc que faire aussi et aussi comment réguler ce travail sur sa propre implication dans le travail d'interprétation. Que produit en nous le récit de l'autre et qu'est-ce que l'on fait de ce qu'il produit en nous. Donc la posture, le mot-clé aussi d'altérité, finalement, pour interpréter, on doit aussi exploiter une différence entre soi et l'autre qui ressort dans la manière dont on fait sens de l'expérience. Et donc le travail d'interprétation, c'est aussi un travail de rencontre autour de cette altérité. Ce qui amène à un autre axe,
celui de l'ajustement. C'est un autre mot-clé qui est ressorti. L'ajustement interpersonnel. Pour pouvoir interpréter, on doit à un moment donné réguler cette distance avec l'autre pour pouvoir entrer en relation et s'autoriser aussi à dire ce que l'on a compris de ce qui est partagé. Donc il y a un travail d'ajustement, de synchronisation à faire. Et peut-être pour terminer, le fait que c'est un acte, l'acte d'interprétation est un acte performatif. C'est-à-dire que le simple fait de prononcer une interprétation a des effets. Y compris l'effet de reconnaissance aussi que l'on reçoit lorsque l'on est entendu par autrui. Voilà. Et puis les derniers, peut-être 3 derniers mots-clés très vite. Référentiels, quels sont les référentiels qu'on mobilise pour interpréter et quelle est la maîtrise et l'interprétation que l'on a des référentiels que l'on mobilise pour interpréter l'expérience. L'importance d'ouverture, la créativité, le questionnement, et on revenait sur Pierre et le pourquoi que Pierre posait et formulait toujours pour réouvrir, non pas tomber dans le jugement, mais réouvrir la compréhension qu'on a de ce qui est partagé. Et dernier mot-clé, la responsabilité. Interpréter, c'est aussi prendre responsabilité de ce que l'on peut dire, de ce que l'on entend, et de ce que l'on comprend, de ce que l'autre a partagé. Voilà. C'est moi qui fais la transition avec la suite. Alors, la suite, c'est quoi? La suite, c'est la séquence émotion. Donc, le moment qu'on va partager cette demi-heure qui vient va s'entamer avec un diaporama que Jean-Michel a présenté, qu'il va introduire, si tu le souhaites. Et puis ensuite, nous aurons 3 témoignages. 2 enregistrés, parce que les personnes ne pouvaient pas être présentes, Maria Paseggi du Brésil et Aneta Slovic de Pologne, et puis le 3e de Gaston Pinault, qui lui est bien présent avec nous et nous en sommes très heureux. Voilà, donc ça c'est pour le programme de ce qui suit. Jean-Michel, à toi. Alors, c'est moi qui... Oui, tu me dis. Oui, juste quelques mots. Je ne la trouve pas des yeux. Catherine Dominici et... Cathy. Elle est repartie. Ah, si, elle est là, voilà. Donc, je voulais remercier Cathy en public de m'avoir communiqué, il y a plusieurs mois, des entretiens qu'elle avait réalisés avec son père. Dans l'année 2018, j'espère ne pas dire trop de bêtises à la seconde. Et dans ces entretiens, il y a une sorte de pépite que j'ai partagé avec le petit groupe de préparation et qui nous a absolument sidérés, c'est que Pierre, en 3 minutes et 37 secondes, nicht mehr, nous raconte son parcours et son entrée dans le questionnement. Et c'est d'une fluidité et d'une simplicité absolument adorable. Les photos, c'est nos... Là, rien ne vient de la famille, si j'ose dire. C'est nos photos qu'on a mis ensemble. Et donc, il y a, je ne sais plus combien, 40, 50. Et alors, vous allez assister à un diaporama de 3 minutes 37 secondes avec une 50aine d'images. Merci pour votre attention. Oui. C'était étrange parce que j'ai jamais été un très bon élève. J'ai fait mon école sans redoubler, sans grand accroc. J'ai fait la Mathieu au collège dans le nombre d'années dévolues à cette filière. Et puis, j'ai fait latin-grec, donc c'était pas hyper facile comme parcours, mais j'ai pas été un bon élève, au sens où ceux qui l'ont été, je me rappelle d'eux, et je me rappelle qu'ils étaient meilleurs, que moi je peinais pour la physique et des matières comme ça qui étaient vraiment pas ce que je préférais. Alors,
quand j'ai enseigné, j'ai dû faire ce que j'avais subi moi comme élève. Et j'ai dû apprendre à enseigner. J'avais des étudiants plutôt plus âgés que la moyenne des étudiants qu'on trouve à l'université. Beaucoup avaient fait l'université au moment d'une vie professionnelle, c'est-à-dire qu'ils étaient... précédemment, ils n'avaient pas terminé la maturité parce qu'ils étaient dans d'autres filières, comme celle d'infirmières ou d'enseignants. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette population. J'ai beaucoup aimé être avec des étudiants qui n'étaient pas au début à se demander ce qu'ils allaient faire, mais qui revenaient parce que, en fonction de leur expérience, ils avaient envie de réfléchir ou d'approfondir à ce qu'ils avaient fait. Alors j'ai beaucoup aimé l'enseignement à cause de ça. Et j'ai beaucoup aimé interagir avec les étudiants sur la base précisément de leurs expériences. Et très vite, je me suis dit, ils savent plein de choses que je dois mettre en valeur. Parce qu'ils ne viennent pas là uniquement pour écouter un prof, ils viennent aussi là pour travailler sur les expériences qu'ils ont eues, trouver des pistes nouvelles et améliorer leurs prestations. Donc, j'ai inventé une démarche qui a eu beaucoup de succès, je dois dire, qui était la biographie éducative, c'est-à-dire comment est-ce que chacun a appris ce qu'il sait, quelle est la part qui était fournie par l'école, par la famille, par la vie sociale, et chacun était invité à reprendre son histoire de vie personnelle pour essayer de dégager les apprentissages qui avaient été marquants au cours de leur vie. Voilà, donc on enchaîne sans transition à Maria Passeggi, qui est donc basée au Brésil et qui nous a envoyé cette vidéo pour qu'on la partage, qui dure 8 minutes. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour. J'aimerais tout d'abord remercier le comité d'organisation pour son invitation qui me permet d'être parmi vous dans cette journée d'hommage à Pierre Dominici. Et je suis particulièrement émue d'être en compagnie de Gaston et d'Aneta, avec qui je partage des souvenirs de Pierre vécus au Brésil et en France. Permettez-moi de commencer par remercier à Pierre pour sa générosité envers moi et pour les apports de sa pensée à ma formation et à ma compréhension de la formation humaine. En même temps, de lui dire merci au nom des collègues brésiliennes et brésiliens pour ses contributions au mouvement biographique au Brésil, notamment en ce qui concerne l'axe de recherche sur la formation des enseignants. Je tenterai de faire un bref historique. Les premiers articles de Pierre arrivent au Brésil dans les années 1990 dans un ouvrage publié en 1988 à Lisbonne, dirigé par le professeur Antonio Novoa et le professeur Mathias Finger, à qui j'ai l'honneur de saluer.
L'approche biographique présentée par les pionniers entrait en résonance avec une tradition discursive au Brésil datée des années 1930, proche d'une autobiographie intellectuelle et exigée par l'entrée et l'avancement dans la carrière universitaire dans les universités publiques. Malgré sa longue tradition, nous ne disposions pas à l'époque ni de références épistémologiques ni théoriques pour comprendre ces récits comme source de connaissances légitimes, ni comme dispositif de formation. 3 textes de Dominicé dans ces trouvages nous indiquaient des bonnes voies. Tout d'abord, établir des apports épistémologiques entre ces récits universitaires et la biographie éducative. Ensuite, chercher à théoriser la formation comme un processus qui appartient à la personne qui se forme. Finalement, prendre comme méthode herméneutique les points de vue du sujet narrant sur ce que la vie lui avait enseigné. Son regard éthique et émancipateur me permettait d'établir un dialogue fécond avec la pensée de Paulo Freire sur l'éducation comme pratique de liberté, mais surtout contre une myopie élitiste qui sous-estimait des savoirs acquis par l'expérience vécue. Ces convergences m'ont conduit à réaliser en France un post-doctorat sur les approches biographiques où j'ai été généreusement accueillie par Gaston Pinault et Martine Lanibel, à qui je remercie. En 2004-2005, j'ai pu donc tisser des liens d'amitié avec Pierre Dominicé et m'approcher de sa grandeur intellectuelle et humaine face à la vie, ceux que je garde comme des souvenirs inoubliables. J'ai rencontré Pierre pour la dernière fois à Paris, lorsque je lui ai parlé de mon intérêt de traduire l'histoire de vie comme processus de formation. Il m'a facilité généreusement la cession des droits d'auteur. Je voudrais maintenant évoquer une relation symbolique, spirituelle peut-être, de Pierre Dominicé avec les colloques internationaux de recherche autobiographique, les CIPA, qui se tient au Brésil tous les 2 ans. En 2008, j'ai présidé la commission d'organisation du CIPA 3 qui s'est tenue à Natal dans le nord-est du Brésil. Pierre Dominicé a généreusement accepté de faire la conférence d'ouverture et de participer d'une table ronde sur la pensée de Paulo Freire. Le colloque a été pensé dans une perspective intergénérationnelle, auquel ont participé des pionniers des approches biographiques et la 2e génération en France, en Suisse, au Canada, Italie, Portugal, Espagne, Pologne, Argentine et Brésil. Leur présence a contribué et constitué un jalon du CIPA qui s'est qualifié comme un événement scientifique reconnu par les agences de financement ayant comme ligne de recherche spécifique les approches biographiques. 18 ans après sa venue au Brésil, Pierre a été à nouveau parmi nous. En 2024, lors de la célébration des 20 ans du CIPA, qu'il avait vu encore tout jeune, l'annonce de sa mort a conféré à ces moments une dimension hautement symbolique, comme si Pierre avait choisi cet instant pour prendre congé de la communauté scientifique brésilienne qu'il avait contribué à former. Cette année de 2026, le CIPA se tiendra à Belo Horizonte. Une table ronde sur l'école de Genève a été pensée en hommage à Pierre Dominicé et à Marie-Christine Josso. À l'occasion, on aura le lancement de la traduction de l'histoire de vie comme processus de formation et d'un ouvrage en hommage à Marie-Christine dirigé par Catherine Smuts, Jeanne-Marie Rugera et moi-même avec des souvenirs de ses amis en Europe, au Canada et au Brésil. Pour finaliser, il faut ajouter que devant ma difficulté de préparer ces témoignages, j'ai conversé avec Pierre en réalisant ces textes. Je me suis arrêtée sur sa conférence d'ouverture. Biographisation et mondialisation, 2 défis contradictoires et complémentaires. J'ai revisité ces questionnements sur les récits des vies au début des années 2000. J'ouvre les guillemets. Il faut se demander
nous dit Pierre, si le récit des plus âgés continuera à être dominé par les vecteurs de l'émancipation ou si le récit va au contraire devenir le lieu d'expression d'une désillusion et alimenter une lamentation découlant du constat que le monde n'est plus ce qu'il promettait d'être. Que nous dirais-tu, Pierre, aujourd'hui, face aux menaces qui promeuvent une démondialisation et sur les implications éthiques de l'intelligence artificielle sur les récits de vie? Ton refus de transmettre des convictions nous aide à être fidèles à ta position. J'ouvre à nouveau les guillemets. Ma position, nous dit Pierre, est certes utopique et peut-être illusoire, mais elle s'efforce de désigner un horizon de convergence des convictions partagées qui transcendent les issues institutionnelles de plus en plus obstruées. En conclusion, ta pensée, Pierre, continue à nourrir nos recherches et nos pratiques de formation des enseignants des écoles au Brésil, dont le nombre monte à plus de 2 millions de personnes. Les patrimoines culturels et scientifiques des histoires de vie en formation et sa visée épistémopolitique soutiennent les débats promus par les CIPA. En 2024, la thématique en subordination de la recherche autobiographique, démocratie, récit et autres modes de vie témoigne de cet élan. Finalement, c'est cette insubordination émancipatoire que tu nous as enseignée qui permet de continuer à multiplier des axes de recherche, des notions et des méthodes pour mieux concevoir ce que la vie nous apprend depuis l'enfance à l'âge adulte. Au fond, Pierre, ta pensée demeure vivante et elle nous invite à espérer avec espérance. En définitive, nous te sommes infiniment redevables. Muito obrigada, Pierre. Et merci à vous et félicitations pour cette très belle journée. Merci. Voilà, on va enchaîner avec la dernière vidéo qui est celle de Aneta Slowik qui enseigne donc à l'université de Basse-Silésie à Wrocław en Pologne. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous en ce jour si particulier. Je commencerai mon discours par la présentation d'un souvenir. Pierre s'est rendu en Pologne à plusieurs fois. Lors de colloques à l'université de Basse-Silésie à Wrocław en 2014, il m'a décrit son premier voyage en Pologne dans les années 80. C'était à l'université de Varsovie. Pour lui, une expérience marquante. C'était une période difficile pour la Pologne et les Polonais. La perte d'autonomie et d'indépendance ainsi que la perte de souveraineté due à l'occupation soviétique et à la soviétisation du pays. Ça contribuait à un déclin économique, social et culturel. Le non-respect des droits de l'homme a provoqué de nombreuses manifestations et par conséquent des actes de terreur et une répression féroce contre les Polonais. Pierre a évoqué avec sensibilité et sincérité ses observations sur les conditions de vie des Polonais et leur isolement à ce temps-là. Lorsqu'il m'a raconté cette première expérience, je lui ai demandé « N'avez-vous pas eu peur de venir en Pologne ?» C'était pour moi un acte de grand courage et de grand danger. Pierre a été suivi, interrogé et traqué par la police secrète
Voilà qui était Pierre. Curieux du monde, du quotidien des gens, surtout des exclus, des marginalisés, des opprimés, qui réclamaient à corps et à cri la reconnaissance de leurs droits. Avec une grande sensibilité, Pierre m'a décrit comment il percevait la vie des Polonais, sans la démocratie, soumis à la tyrannie soviétique. Pierre s'intéressait à la vie des gens de cette époque, à leur parcours de vie. J'observais comment Pierre comprenait les Polonais, comment il les écoutait. Et je me demandais souvent d'où lui venait cette perspicacité. Il n'était pas indifférent. Pierre resta inébranlable face à la souffrance humaine. Rien d'autre ne comptait pour lui, seul l'humain. Cela témoigne de son immense humanité. Pierre ne se lassait jamais d'entendre parler de la douleur des Polonais, de leur perte d'indépendance entre 1945 et 1989, puis de la difficile période de transition. Son incroyable talent de communicateur était sans aucun doute unique et continue de m'inspirer pour toujours. Pierre se souvenait comment il était fasciné par les travaux de Florian Zdanitsky et William Thomas du début du XXe siècle. Son livre, traduit en polonais à l'initiative de son amie proche Olga Czerniawska de l'Université de Łódź en Pologne, sous le titre « Apprendre de la vie », a rappelé à la communauté universitaire polonaise l'immense richesse de ce domaine. Par exemple, les journaux intimes des Polonais déplacés de l'Est vers l'Ouest après l'annexion de la Pologne par l'Union soviétique. Aussi, les récits de la vie des ouvriers, des paysans et de l'intelligentsia polonaise, mais aussi les travaux oubliés de Florian Zdanitsky et de son équipe qui était qualifiée de non-scientifique. Sans le travail d'Olga Czerniawska et sa conviction du caractère unique et exceptionnel de publication de Pierre, il serait resté inconnu. C'est grâce à Olga que je rencontrai Pierre. L'ouvrage de Pierre, Apprendre de la vie, a permis et consacré la recherche biographique dans l'enseignement universitaire en Pologne, tant pour les adultes que pour les jeunes. Et dans le cadre du travail auprès de divers publics, tels que les chômeurs, les toxicomanes et les sans-abri. La publication de ce livre a suscité un intérêt accru pour la recherche biographique en Pologne. Les individus, les enseignants, les conseillères d'orientation, les éducateurs et les étudiants en sciences de l'éducation ont perçu les récits de vie, notamment ceux portant sur leur propre parcours,
comme un moyen de s'émanciper. L'intérêt pour la recherche biographique gagnait en popularité en Pologne, notamment dans les milieux universitaires. Cette méthode, toujours et de plus en plus, est employée dans l'orientation professionnelle et le conseil en développement personnel. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse Nous avons le grand plaisir de terminer ce temps de souvenir à Pierre Dominicé avec la présence de Gaston Pinon, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici en chair et en os, professeur honoraire en sciences de l'éducation de l'Université de Tours. Je vous laisse directement la parole. Bon, c'est dommage que je n'ai pas le charme de ces deux dames, donc vous allez tomber de haut, quoi. Bon, alors vous me faites signe. Hein. Bon, je le ferai en 3 points, si vous voulez. Ma première rencontre avec Pierre, en 1974. Ma dernière en février 2023. Et puis le 3e point, en quoi il m'inspire actuellement. Quoi. Alors, premier contact avec Pierre. Alors, ça a d'abord été par une lettre, parce qu'on ne se connaissait pas. Moi, j'étais au Québec, lui est ici, et à un moment donné, j'ai reçu une lettre, et je l'ai encore, vous voyez. Alors, on ne se connaissait pas, alors donc il était chaleureux, mais il était aussi respectueux à long terme. Alors, il dit « Cher monsieur, par mon collègue Pierre Furter, j'ai obtenu votre texte intitulé « Objectif éducation permanente ». Je l'ai lu avec un énorme intérêt car il correspond exactement à l'une des directions de travail à laquelle j'essaie de me consacrer pour la rédaction de ma thèse, parce qu'il a été étudiant aussi. Depuis 2 ans, je travaille dans une équipe de recherche à mettre sur pied des modèles d'évaluation appliqués à l'éducation des adultes. Alors, il s'en allait à Los Angeles. Alors, il proposait une rencontre à Montréal. Elisabeth est là ? En revenant de Los Angeles, il dit « Je vais arrêter à Montréal et on pourra se parler ». Alors, elle eut lieu en août et en novembre, j'étais à Genève où il m'avait préparé avec Johnny Stromza, qui est par là, une rencontre dans la filière éducation des adultes avec Huberman, Havelock, Freire, Furter. Vous voyez, ça a commencé vite et avec des larges assises interpersonnelles et culturelles. En 1979, Pierre éditait sa thèse « La formation, enjeu de l'évaluation ». 40 ans après, en 2018, il travaillait, lui, sur l'auto-évaluation. Moi, je travaillais sur l'auto-formation. C'était l'auto, ce petit préfixe qui paraît insignifiant, mais qui représente, comme on dit, le vif du sujet qui nous réunissait. Et 40 ans après, un numéro suisse sur l'évaluation consacrait théoriquement l'enjeu central de l'auto-évaluation pour l'auto-formation, comme synchroniseur personnel des différentes temporalités impliquées. Et alors là, je rends hommage à Christophe Gremillon
de l'Université de Lausanne qui avait préparé un numéro sur l'évaluation. Et à ce moment-là, l'autorégulation et l'auto-formation m'ont paru sourdes de l'insondable génie de la vie, prenant conscience des reliances de fond à assurer entre organismes et environnements physiques et sociaux. C'est-à-dire, ce qui nous unit, c'est la vie, mais il n'y a pas beaucoup de mots aussi courts qui concentrent autant de sens. Hein. Et comme on aime bien les sigles, un sigle est apparu à la fin, vie, valorisation infinie de l'existence. Et je pense que c'était ça qui nous propulse, nous toutes et nous tous. Bon, ensuite, on a beaucoup collaboré, les créations de réseaux, d'associations. Alors, je vais passer 3 minutes. Donc, à la dernière rencontre à Genève, février 2023. Alors, je venais, parce qu'on a écrit un texte en commun, Les histoires de vie, dans le traité des sciences et techniques de la formation, qui est coordonné par oui, et qui pensait être là, que je pensais voir, mais qui n'est pas là. Et c'était la 5e édition, et alors j'étais venu proposer à Pierre la rédaction de notre 5e projet. Et puis en fait, 2023, bon, il était plus là, quoi. Hein. Je pense qu'il était à voir comment apprendre de la vie dans les derniers âges de la vie. Et c'est là que, il est dans la postface à l'ouvrage de Catherine Schmutz sur les récits de vie de la personne âgée en institution, il écrit « Il est temps que nous pensions plus attentivement aux personnes âgées. Le thème de la finitude est à inscrire dans cette problématique. La finitude d'une vie n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. » Et ça, je pense que la journée le consacre. Hein. Interroger le fil rouge de la vie, de sa vie, et lui trouver une cohérence font partie des tâches de formation au vieillissement. Se centrer sur l'essentiel aide à épargner ses énergies et à restreindre ses envies. Encore faut-il être en mesure de le faire. Alors, la préparation de cette journée m'a aidé à être capable, enfin, m'a aidé à être en mesure de le faire. Quand j'ai pris ma retraite en 2007, et il y a un objectif un peu farfelu qui est remonté, j'ose à peine en parler, mais quand même. C'était la hiéroformation, la formation avec le sacré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein, la formation avec le sacré. Alors, donc pendant 20 ans, je me suis débrouillé avec ça. Et puis la journée est arrivée, l'appel un peu a témoigné, et je suis revenu à son livre au risque de se dire... Maintenant, et il m'a donné le courage de me dire. Quoi. Et je vais vous donner le titre du dernier ouvrage qui m'a inspiré. Apprendre, c'est-à-dire toujours le terme apprendre de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de vie? Alors,
c'est apprendre. Alors, depuis 3 ou 4 ans, mes ouvrages mettent toujours apprendre. Alors, j'ai mis apprendre un quotidien d'octogénaire. Je salue le préfacier Elon qui m'a validé. L'année dernière, j'ai sorti, sous pression aussi des collègues, apprendre à exister avec les rythmes de la vie. Et là, à monsieur Aladef Jones m'a écrit la préface. Et dans le titre, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Raisonner, alors RAI et puis RE, raisonner au rythme de sa vie, au rythme de la vie, de la pensée et de l'œuvre. Et rien que de lire sa préface, ça vaut le coup d'acheter le livre. Hein. Et bon, le dernier, alors ça s'appelle aussi apprendre. Hein. Apprendre un sacré, mais pas, apprendre un sacré ressuscitant. Alors, ce n'est pas le grand mot consacré de sacré. Mes petits voyages à vélo là, pour apprendre la hiéroformation m'ont fait éclater ce gros mot. Hein. Un ça, c'est dit à l'instance, la troisième instance de la psychanalyse. Hein. Ça, le surmoi et le moi. Donc, je suis en train d'apprendre un ça qui crée et qui peut être ressuscitant. Merci. Bon. Merci beaucoup, Gaston. Et en plus, vous ne m'avez même pas obligée à être méchante avec vous. Vous avez été magnifique. On passe à la prochaine étape et je vais vous laisser directement prendre la parole parce que c'est un moment aussi important. On va le mettre tout de suite. Merci. Tout petit moment de transition parce qu'on sait que vous attendez la pause comme nous. Donc on voulait vous dire quelques mots avec Jean-Michel, puisqu'à l'origine de cette journée, on n'a pas simplement cogité sur d'autres manières aussi de rendre hommage à Pierre. Et notre projet, c'était de l'honorer aujourd'hui aussi d'une autre manière, en assurant sa présence là où le monde cherche aujourd'hui le savoir, c'est-à-dire sur Wikipédia. Pierre a consacré sa carrière à l'histoire de vie, à la formation des adultes, et il était juste que son propre parcours devienne aussi une ressource accessible à toutes et à tous. Notre collègue Jean-Michel s'est attelé à cette tâche et a découvert la réalité de l'exigence wikipédienne. Créer une page, c'est pas simple. C'est pas seulement écrire une biographie, c'est apporter une preuve pour chaque virgule, des diplômes, des dates clés, l'impact de ses ouvrages. Chaque fait doit être sourcé par des documents publics et pérennes, et c'est un travail de recherche documentaire en soi qui fait écho aussi à la rigueur que Pierre exigeait de nous. Donc voilà, on apprend à tout âge, Pierre, et que j'ai compris, enfin en profondeur, pourquoi les collègues n'avaient pas de page Wikipédia. Parce que c'est épouvantablement difficile à réaliser. Vraiment, chaque item doit être sourcé, référencé. Donc j'aimerais remercier Patrick, parce qu'il m'a beaucoup aidé. On a, grâce à tes recherches, on a déjà toute la base maintenant. Alors, où nous en sommes ? Point 1, nous avons un texte validé par notre petit groupe de 9, avec la biographie professionnelle et intellectuelle de Pierre, les thèses qu'il a dirigées et les ouvrages qu'il a publiés.
c'est validé par le groupe, et ça, donc maintenant, il n'y a plus qu'à quoi? Il n'y a plus qu'à référencer sur le net vraiment chaque item, y compris, vous voyez, il est né le 24 juillet 1938, il est décédé le 21 mai 2024, il faut le prouver par un renvoi à une notice nécrologique. C'est absolument ahurissant, mais c'est comme ça. Et d'un autre côté, enfin, mais j'aurais aimé que ça soit plus simple quand même, ça rassure aussi, ça veut dire qu'on ne peut pas complètement dire n'importe quoi sur Wikipédia. Tout est absolument balisé et sourcé. Donc, nous nous engagerons durant le mois prochain, avant les vacances de Pâques qui ont lieu en avril, c'est à nous avec un S, à se remettre en relation avec vous, chacune et chacun, et en vous disant hier, la page est consultable. Voilà. Donc, Pas si plus. vous possédez des articles de presse, des recensions d'ouvrages ou de documents officiels numérisés, vous serez évidemment les bienvenus pour nous les communiquer. Et puis, on se réjouit de ce vernissage à venir. Merci. Voilà. Alors, dans les quelques minutes qui suivent, on voulait, en fait, pour pas que cette journée soit juste orientée vers le passé, mais qu'elle soit aussi orientée vers l'avenir, présenter un petit peu quelques-unes, et très brièvement on va le faire, quelques-unes des initiatives qui sont actuellement, qui existent, qui se développent, qui se déploient, différents collectifs, pour montrer aussi l'actualité, en fait, du travail autour de l'héritage que Pierre nous a légué. Donc, on va vraiment prendre quelques secondes chacun, en fait, pour présenter ces différents collectifs. Je vais juste changer la diapositive, comme ça vous aurez un support visuel. Voilà. Donc, dans l'ordre alphabétique, on commence avec toi. Voilà. Moi, j'ai le plaisir de vous présenter cette association de ARRV, l'association des recueilleurs et recueilleuses de récits de vie. Et puis, ce que vous voyez, c'est que donc elle est basée à Fribourg, puisque la formation s'est donnée à Fribourg pendant plus de 10 ans. Et que maintenant, elle est reprise. Elle a été reprise par Michel Aladef-Jones. Nous, à l'époque, quand j'ai voulu vraiment instaurer cette formation, elle était autour de la notion de recueillir un récit de vie, et pas seulement dans la démarche histoire de vie, mais dans le fond de la notion de forme à donner à ce récit. Alors, vous voyez que donc on a créé, suite à ces formations, on s'est dit qu'il fallait créer une association, et donc cette association, comme vous voyez ici, elle a été créée en juin 2011, en présence de Gaston, dont les membres d'honneur, bien sûr, Pierre, Dominicé, Marie-Christine Josso, Gaston. Et puis, puisque l'association est toujours en vie, je remercie d'ailleurs les participants qui sont là aujourd'hui, et puisqu'on continue à avoir des activités, je vous invite à aller voir le site. La photo qui est illustrée aujourd'hui et que j'ai choisie, c'est parce que c'est aussi un clin d'œil à un autre pionnier qui a quand même été important pour nous dans les histoires de vie. Et on parlera tout à l'heure encore d'autres personnes. Mais là, vous reconnaissez Guy de Villers. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi d'être avec vous pour cette formidable journée. Je suis le président non officiel parce qu'on fonctionne plutôt de manière informelle dans notre cercle Germaine de Staël pour vous dire que c'est aussi une des initiatives de Pierre, la création de ce groupe. Nous étions plusieurs à l'IED qu'il a beaucoup fréquenté. Pierre était un soutien indéfectible de l'IED dans lequel il voyait probablement un projet de formation des adultes tel qu'il envisageait de le développer à l'université. Donc il a souvent été à l'IED, notamment à la cafétéria, où on discutait, où on s'engueulait, comme cela a été dit précédemment, et où on commençait déjà, au début des années 2000, à beaucoup s'inquiéter sur la tournure des événements dans notre monde, de ce que l'on voyait comme étant une régression tous azimuts,
et quelque chose qui nous menait peut-être vers un grand basculement. Et Pierre nous a dit, bien sûr, avec son inimitable accent genevois, dont vous avez été témoin tout à l'heure, mais il faut créer un groupe, enfin. Alors bon, on a finalement créé un groupe qui s'appelle le Cercle Germaine de Staël. On a longuement discuté pour savoir le nom que l'on allait donner à ce groupe. Finalement, on est tombé d'accord sur le nom de cette grande dame. Le groupe continue à fonctionner aujourd'hui. Pierre a été une des chevilles ouvrières du groupe, tant qu'il le pouvait. Et puis, on continue, je crois, à perpétuer sa mémoire en nous voyant tous les 3e vendredis du mois. On est à peu près 25 maintenant dans ce groupe. Et comme c'est écrit à l'écran, notre préoccupation principale est de réfléchir ensemble au déclin de la démocratie, à la montée du national-populisme dans le monde et aux moyens de lutter contre ces tendances funestes. On n'est pas véritablement passé à l'action. La seule action que l'on a pu entreprendre est de créer un blog. Vous pouvez tous le consulter, hein, le blog Germaine de Staël, vous le trouverez très facilement sur Internet. Et donc on continue à avoir nos réunions régulières. Et on n'oublie jamais de penser à Pierre et à tout ce qu'il a amené dans ce groupe. Merci beaucoup. Alors, je prends le relais avec un autre groupe plutôt à caractère institutionnel ici que je vous présente, à savoir le GRAFFE, qui est un collectif de recherche dont le nom même porte son ambition scientifique. En vieux français, GRAFFE signifie écrire. Ce groupe, rattaché à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, s'inscrit institutionnellement dans le laboratoire LATEFA, c'est le laboratoire d'analyse du travail enseignant et de la formation en alternance. Et au cœur de nos travaux se trouve une conviction, c'est que la narration biographique n'est pas un exercice de style, on le dit depuis ce matin, c'est vraiment un processus puissant, notamment de professionnalisation. Et nous investissons le champ des écritures réflexives, particulièrement chez les enseignants et enseignantes en formation initiale, mais aussi chez les personnes en reconversion professionnelle, plus particulièrement le public de validation d'acquis d'expérience. Notre question centrale est la suivante. Comment le passage par le récit d'expérience permet-il de transformer une pratique vécue en un savoir professionnel intégré? Nos intentions scientifiques sont triples. D'abord, nous cherchons à approcher au plus près les pratiques d'écriture pour les faire parler. Ensuite, nous évaluons les effets perçus de cette écriture sur les identités des acteurs et des actrices. Est-ce que l'écriture aide à devenir un professionnel, une professionnelle? On en a un petit bout parlé dans l'atelier ce matin. Enfin, nous mettons en perspective des dispositifs de formation eux-mêmes pour favoriser justement la subjectivation dont d'autres auteurs ici ont parlé. GRAFFE fonctionne aussi comme une plateforme de mutualisation où les chercheurs et chercheuses de différentes unités de l'institution se retrouvent. Et pour conclure, GRAFFE est un collectif tourné aussi vers l'extérieur. Sous ma responsabilité, nous maintenons des liens étroits, notamment avec l'ASISIF, dont il sera question tout à l'heure, l'Association internationale des histoires de vie en formation. Au bas de la diapositive, vous avez 3 événements assez récents, notamment la co-organisation avec des collègues d'un colloque à Québec sur les récits de vie qui a eu lieu en octobre, la conférence de France Méran il y a une dizaine de jours sur l'engagement dans l'apprentissage en alternance, et puis la publication chez Actes Sud de « À l'école du vivant », s'éduquer par et pour la nature de Sabine Opliquer et Anne-Marie Lepresti. Voilà, donc contactez-nous si vous êtes intéressés. Merci de votre attention. Voilà, moi je viens vous présenter l'Institut Synchronos, qui est donc un institut que j'ai créé il y a 13 ans, quand je suis rentré en Suisse. Et les activités de cet institut, en fait, s'organisent autour de 3 pôles. Un pôle accompagnement avec des pratiques d'accompagnement biographique et de la supervision. Un pôle de formation, un pôle de recherche, et je vais peut-être dire juste quelques mots autour du pôle formation et pôle recherche. Alors, au niveau de la formation, en fait, l'Institut Synchronos a des partenariats avec différentes institutions, notamment à Fribourg, avec le CAS Récit de vie et accompagnement biographique, dont j'ai la responsabilité, qui fonctionne avec des volets tous les 2 ans. Nous avons également un partenariat avec le Centre de la formation continue à distance ici. On a créé en fait il y a maintenant 1 an
ou deux. Je regarde à de bas de Francky parce que c'est elle qui est en charge de ce projet-là, des ateliers sur le parcours de formation qui sont vraiment dans l'esprit de ce que Pierre en fait, voulait faire aussi à la formation continue. Donc on a mis en place ces ateliers qui sont gratuits pour les personnes qui sont en formation continue à l'Université de Genève et donc qui sont des occasions de travailler sur leur parcours d'apprenants. Un autre partenariat avec l'Université de Fribourg autour des journées d'études sur les processus d'accompagnement et de transformation, qui étaient des journées aussi de formation autour du thème, de ce thème. Et puis avec le CASDAS formation des adultes, où là j'ai le privilège d'intervenir dans le cadre d'un module sur l'accompagnement. Et puis les activités de recherche, alors là aussi plusieurs groupes, Pierre m'a inspiré aussi le désir de constituer différents groupes de réflexion. Donc ça tourne autour de ce laboratoire qui s'appelle le laboratoire temporalité, rythme et complexité, puisqu'il s'intéresse plus spécifiquement aux enjeux temporels et rythmiques de la formation. Alors il y a un groupe qui est constitué principalement par les anciens, les alumni en fait du CAS, récit de vie et accompagnement biographique. Donc ce groupe s'appelle le groupe de réflexion et d'analyse des pratiques d'accompagnement biographique, avec l'idée d'avoir un espace où on peut échanger autour de ces pratiques et puis des enjeux qui tournent autour. Il y a également un autre collectif qui s'est constitué il y a 1 an et demi dans le cadre de ESREA, donc la Société européenne de recherche en éducation des adultes, qui avait été fondée par Pierre, cofondée avec d'autres par Pierre il y a une trentaine d'années, qui fonctionne autour de réseaux en fait, de chercheurs. Alors là, c'est plus pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés, qui sont par exemple en doctorat ou en recherche, puisque c'est une société, l'association ESREA accueille vraiment les personnes qui sont en train de faire de la recherche. Et donc ce réseau s'appelle STREAM, en français Espace, Temps et Rythme de l'éducation des adultes et de ses mouvements. Et l'idée était vraiment de créer un espace dans lequel on puisse développer des recherches et des collaborations autour des enjeux d'espace, de temps et de rythme pour penser la formation. Et puis plus récemment, il y a eu, à travers un financement de la British Academy, collaboration avec d'autres collègues, notamment britanniques, un groupe qui s'est constitué autour des temporalités des processus de transition. Donc là, ça se rapporte plutôt à un projet un projet de recherche autour de la transition socio-environnementale. Et on a notamment produit un podcast qui est disponible. Et d'ailleurs, un certain nombre de ressources sont disponibles en ligne. Donc si vous allez sur le site de l'Institut, vous trouverez, il y a des vidéos de présentation. On a fait des cycles de conférences autour de différentes thématiques. Et donc ce podcast récemment autour des enjeux temporels liés à la transition environnementale, qui est vraiment une démarche interdisciplinaire. Donc voilà, pour dire simplement qu'on essaye d'être créatif, d'être innovant, de constituer des collectifs autour de thématiques qui nous semblent d'actualité. Certains de ces groupes sont ouverts, donc si ça vous intéresse et si ces activités vous concernent, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre contact via le site de l'Institut. Voilà, merci. Donc, comme vous le savez, Pierre Dominicet a été professeur à l'Université de Genève, beaucoup contribué à la formation des adultes. La formation des adultes existe sous la forme d'un secteur, ici en psychologie et sciences de l'éducation, et autour d'un laboratoire qui s'appelle le RIFT, comme recherche, intervention, formation et travail, qui organise et qui réunit quatre équipes de recherche, IACT, ACT4, CRAFT, interaction et formation, avec chaque fois un professeur à la clé. Et une des missions de ce laboratoire, c'est de travailler, comme Pierre le souhaitait aussi, avec la Cité. Nous organisons pour cela des conférences à peu près une fois par mois. Regardez sur notre site, c'est un site bien fourni. Nous avons aussi sur ce site un e-bulletin où nous présentons les actualités de nos différentes équipes de recherche. Parmi ces équipes, certaines travaillent plus particulièrement autour des approches narratives. Il y a des enseignements aussi dans le domaine pour nos étudiants et étudiantes en sciences de l'éducation autour de ces thématiques. Regardez sur le site, vous y verrez plein d'informations qui vous feront certainement penser
à l'histoire de la formation des adultes et à ses accomplissements et à son avenir. Et puis n'oubliez pas aussi, regardez sur ce site parce que nous organisons, le RIFT organise un colloque qui va avoir lieu entre le 7 et le 9 septembre 2026. Et la thématique, le titre de ce colloque, c'est « Développer les rapports entre recherche et formation, enjeux, acteurs et méthodes ». Venez nombreux à ce colloque, vous y verrez plein de belles collaborations entre chercheurs et entre praticiens, praticiennes aussi sur le terrain. Merci. En l'an 2000, à Crébérard, s'est tenue la conférence internationale sur le thème « Penser le sensible en formation », co-organisée par l'équipe de l'Université de Genève avec Michel, Christine, Josso, Pierre, Jean-Michel. Lorsque j'étais engagé comme un responsable de formation à la HEFP, ou à l'École fédérale en formation professionnelle, et que j'avais la responsabilité que m'a transmise mon collègue Daniel Pelot de m'occuper de la formation de formateurs et formatrices adultes, je me suis dit, et toi Patrick, qu'est-ce que tu peux faire pour penser le sensible en formation? Et c'est à partir de là que nous avons un séminaire de 2 jours à Crébérard qui permet aux formateurs et formatrices, au 3e et au 4e jour de leur formation, de se poser la question, de faire le récit d'un événement fondateur qui m'a amené, d'une manière ou d'une autre, à être ici et maintenant. Et cette formulation, c'est avec Catherine qu'on la doit, parce j'avais travaillé auparavant avec Catherine Volugross pendant 6 ans, et avec Catherine Schmutz pendant 10 ans, et maintenant c'est avec Isabelle Fristalon, qui est juste là, et plus de 750 personnes ont fait leur récit. Donc pour moi, c'est un héritage. Enfin voilà, j'ai ma voix qui tremble un petit peu, mais c'est en écho à ça. Deuxième élément par rapport aux apports de Pierre, depuis 2004, nous avons pu développer à la HFP un dispositif de validation des acquis d'expérience qui permettent à des enseignants d'école professionnelle d'obtenir leur diplôme. Plus de 500 personnes l'ont obtenu de cette manière, ce qui représente à peu près le 25% des effectifs chaque année. Troisième élément, Isabelle Fristalon, qui est ici dans cette salle, a été aussi une des chevilles ouvrières de la mise en place de ce que Tawana avait évoqué dans un des ateliers ce matin, l'idée d'obtenir son mémoire professionnel à travers une pratique de récit. Et donc les récits de vie, les récits d'expérience sont aussi des modalités de pouvoir montrer et démontrer les éléments nécessaires à l'obtention d'un diplôme, et en l'occurrence celui d'enseignant en école professionnelle. Puis le 4e registre, Sandrine Cortesis, Margot Cheab et puis Marcos Maldonado sont en train de travailler dans une recherche sur les écrits centrés sur l'expérience, produits et effets sur les enseignants en seconde carrière, une recherche qui est aussi financée par le Fonds national de la recherche scientifique. Merci pour la poursuite, la précision de l'information. La HEFP s'est vue dernièrement reconnue comme étant un centre très important pour le développement de la formation professionnelle en Suisse, notamment sur les activités de recherche, puisqu'on est relativement une jeune haute école, et puisqu'on est officiellement haute école fédérale depuis 2021. Deuxième registre sur lequel j'aimerais évoquer, c'est l'Association internationale des histoires de vie en formation, dont j'ai projeté ici, juste derrière moi, le nouveau site internet qui a juste 2 semaines. Et actuellement, la structure, elle tourne, c'est solide, et puis maintenant, il s'agit dans le mois qui vient de l'alimenter avec les archives de l'ancien site. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et à nous communiquer des informations, des documents que vous avez, ou à nous dire s'il y a des erreurs ou bien si des éléments devraient être rajoutés. Puis le 3e élément que je voudrais faire, qui est aussi en hommage à Pierre, dans le 2e, j'aimerais juste encore dire une chose. Gaston Pinault, Gaston, Guy de Villers, dont tu as montré l'image tout à l'heure, Pierre Dominicet, Guy Jobert et Bernadette Courtois ont été les membres fondateurs de cette association internationale.
qui est présente au Québec, Brésil, Portugal, Belgique, Suisse, Italie. Puis le dernier élément, grâce à la générosité d'Aline Lasserre, avec qui nous collaborons pour la formation de formateurs d'adultes depuis un certain nombre d'années, et à nos multiples discussions sur la question de la place de la santé et de la formation, j'ai pu participer à un projet autour de la question des récits de patients. Elles vous en parleront avec Mélissa. J'ai eu beaucoup de bonheur de travailler dans ce projet tout à l'heure lors de la table ronde. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on est conscient qu'on a un petit peu de retard, mais on va pas renier dans la pause. Donc 25 minutes de pause, on se retrouve ici et on reprend à 16h et on vous promet, la journée se terminera à la bonne heure. On rognera dans autre chose. Donc profitez bien de la pause, de l'informel, et on se retrouve à 16h. Merci.